Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour dimanche 16 septembre 2018. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Et comme chaque dimanche, nous recevons sur ce plateau un invité. Il s'agit de Mousselmi Malam Sita. Il est le président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANADC. Mousselmi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va aborder plusieurs questions de l'actualité et voilà, donc nous allons annoncer que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a publié son rapport sur l'indice de développement humain IDH 2018. Dans ce rapport, comme il fallait s'y attendre, le Niger occupe encore la dernière place, soit à 189e sur 189 pays. D'aucuns pensent que ce sera la résultante de la mauvaise gouvernance. Je vous propose de suivre Bana Ibrahim, il est membre de l'organisation des jeunes de l'opposition. Beaucoup de personnes parlent de ce classement avec légèreté. Je pense que moi, je suis meurtri en tant que Nigérien de voir que pendant 7 ans, malgré tous les embellis ou tout l'embellie économique, social chanté par Issoufou et ceux qui sont autour de lui, notre pays est toujours le dernier pays de la planète en termes d'indice de développement humain. Les gens ne perçoivent pas le danger parce que l'indice de développement humain, si on prend les indicateurs qui rentrent en compte, il y a l'espérance de vie, il y a le taux de couverture sanitaire, il y a le taux de scolarisation brute, il y a le taux d'alphabétisation. C'est-à-dire une société ou un État ne peut pas prospérer tant que ces indicateurs-là ne connaissent pas un mouvement. Aujourd'hui, avec Issoufou, c'est-à-dire c'est la consécration de l'échec de la politique de la Renaissance. Et moi, j'invite, y compris les militants de Issoufou, à faire un effort d'introspection, à se poser la question, tous les mensonges qu'ils sont en train de distiller chaque jour, des mensonges dans lesquels ils ne croient pas, qu'ils voient là où ça nous a amené. Un pays ne peut pas se développer, émerger, parce que c'est ça l'ambition que Issoufou donne, l'émergence à l'horizon 2025, même en 3000, si c'est Issoufou et sa politique qui dirige ce pays, nous allons garder cette place. Parce qu'ils n'ont aucune vision, ils ne comprennent pas qu'un État ne peut pas se développer lorsque chaque jour il y a des scandales, parce que les gens détournent les fonds qui devraient servir à influer un décollage des indicateurs des secteurs sociaux de base. Ce n'est pas parce que nous n'aimons pas Issoufou, ce n'est pas parce que le Nigérien vit cette place de dernier dans sa chair. Et je pense que ça doit nous interpeller tous pour que nous nous levions comme un homme, y compris ceux qui sont avec aujourd'hui Issoufou à la MRN, qui savent que sa politique est une politique dangereuse pour notre pays, parce que si elle se poursuit, c'est notre État entier qui va disparaître un jour. Qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre dans le mensonge et le déni de la réalité. Le PNUD, c'est une institution qui n'est ni de l'Oumana, ni de la société civile, c'est de l'Organisation des Nations Unies, qui n'a rien contre le Niger. Moi, je me rappelle, et je rappelle à ceux qui ne le savent pas, qu'en 2007, notre pays, en termes d'IDH, était devant le Burkina Faso. D'autres pays, au moins 3 pays, si on avait maintenu le cap de ce classement, aujourd'hui on serait devant 20-30 pays du monde. Mais avec la Renaissance, les vols, les détournements, l'abandon des secteurs sociaux, même dans 1000 ans, le Niger gardera cette place de... C'était là donc la réaction de Bana Ibrahim, membre de l'opposition politique, qui réagissait relativement au classement du Niger cette année, relativement à l'indice de développement humain IDH 2018, dans lequel le Niger se classe aussi 189e sur 189 pays du monde. Et je le disais, nous recevons sur ce plateau Mousselmi Malam Sita. Il est le président de l'association nigérienne pour le civisme
et la croissance ANDC. Mousselmi, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et avec vous, donc, je disais, on va aborder plusieurs sujets d'actualité. Commençons par cette affaire de l'IDH, où cette année aussi, le Niger se classe en bas du peloton, et vous avez suivi la réaction de l'opposition politique. Vous, en tant qu'un acteur donc, de la vie politique nigérienne, donc, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce classement? Bon, merci monsieur Hassan Saleh pour en tout cas ce privilège que vous venez de me donner, surtout après 46 jours d'épreuve que vous venez de traverser, effectivement relativement à la fermeture pour non-paiement d'impôts. C'est pour moi quand même un privilège d'être en tout cas le premier invité sur ce plateau, et également aussi vous me permettez en tout cas de marquer un point d'honneur à l'ensemble de la société civile nigérienne qui se bat nuit et jour pour en tout cas amener les gouvernants à regarder la réalité en face, c'est-à-dire par rapport aux aspirations de nos concitoyens, pour pouvoir être à l'écoute et essayer de prendre en charge leurs préoccupations véritables et quotidiennes, et certainement qui pourraient nous permettre d'avancer la main dans la cohésion et dans la fraternité. Donc je dis encore une fois de plus quand même, le rôle de la société civile au Niger est un rôle très important et qui est à saluer, et que en tout cas les acteurs, les gouvernants ne doivent pas voir en la société civile en tout cas des ennemis ou des troubles faits, mais plutôt des gens qui ont une obligation, un devoir en termes de rôle de veille. Parce que quand on dit que vous êtes observateur, ça veut dire qu'il y a des insuffisances et des défaillances que vous êtes mieux placé à voir ou à percevoir plutôt que lorsque vous êtes acteur. Et c'est ce qui fait que souvent on voit un certain paradoxe, que lorsque les gens sont dans l'observation, ils sont sur certaines critiques ou autre chose qu'ils peuvent formuler, ou certaines propositions, mais quand ils deviennent acteurs, la réalité devient autre chose. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on est un gouvernant et qu'on a le sens de la sagesse et de la responsabilité, on doit rester à l'écoute des autres observateurs, ce qui nous permet de nous améliorer au quotidien. Maintenant, pour revenir à cet élément-là, vous me permettez sincèrement, mon orgueil de Nigérien et la fierté intérieure que j'ai d'être Nigérien ne me permet pas, en tout cas, de commenter en longueur cet élément-là. Et d'ailleurs, si vous me permettez, c'est un conseil que je veux donner au monde de la presse. Il y a en tout cas des informations sur lesquelles je pense que lorsque ensemble, en tant que citoyens, nous nous accordons que ce n'est pas de nature à donner une bonne image pour notre pays, je pense que la presse a aussi le devoir de ne pas s'y attarder là-dessus. Donc c'est ce que je veux dire par rapport à ça. Mais bon, dans tous les cas, on sait que c'est une information universelle qui est là partout, elle est disponible, mais comme vous venez de me poser la question et que j'ai le devoir de répondre, je dis encore une fois que simplement, je me sens aussi effectivement touché dans mon orgueil de Nigérien et dans ma fierté de Nigérien, que chaque fois on continue à chanter et à dire que nous sommes derniers. Maintenant, nous, ce que nous disons par rapport à notre philosophie dans le cadre de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance, c'est que c'est en toute chose, c'est que nous devons regarder ce qui peut avoir de positif et que nous essayons de cultiver et de consolider pour avancer. Ici, ce que peut avoir de positif, c'est de dire que bon, ensemble, il y a un échec de la gouvernance. Et que comme il y a un échec de la gouvernance, la première responsabilité, évidemment, incombe au gouvernant. Donc on n'a pas besoin vraiment de faire une polémique là-dessus. Maintenant, une fois que les gouvernements, en tant que citoyens, acceptent et reconnaissent que effectivement c'est leur échec, on se comprend très bien. Donc maintenant, c'est de se donner les moyens pour pouvoir se racheter. C'est-à-dire essayer maintenant d'aller dans le sens tout simplement de créer les conditions d'une amélioration de cette gouvernance. Et créer les conditions d'une amélioration de cette gouvernance revient tout simplement à être attentif, à être à l'écoute et surtout à reprendre ou à reconsidérer tous les événements, ou c'est-à-dire toutes les critiques que les gens ont eu à relever, que ce soit la presse, que ce soit la société civile ou tous les autres acteurs, pour dire que dans tel secteur, dans tel domaine, il y a des difficultés, pour pouvoir appeler tous ces acteurs-là
à dire que, bon, écoutez, ensemble, nous avons besoin des propositions concrètes que de la théorie pour pouvoir avancer. Ainsi, nous pouvons réussir. Vous voyez bien. Donc, je pense que ce qui peut être positif dans ce classement, comme l'a dit l'autre, c'est que dans tous les cas, nous sommes tous unanimes que le PNUD, c'est une institution respectable et que je pense que ce n'est pas par coup de tête que ces données-là sont sorties et que maintenant, les gouvernants doivent faire leur propre, effectivement, introspection pour pouvoir dire que désormais, c'est le Niger seul qui compte et que nous devons composer avec l'ensemble des Nigériens parce que dans tous les cas, ce qu'on fait, en finalité, c'est pour répondre aux aspirations des Nigériens. Donc je pense que sur ce sujet-là, sincèrement, nous sommes tellement blessés par rapport à ce phénomène que, en tout cas, nous ne voulons pas faire trop de polémiques et de commentaires là-dessus, si vous m'excusez. Oui, donc, M. ça fait plusieurs années que l'Inger occupe ce rang et ce classement prend en compte plusieurs aspects, plusieurs secteurs de la vie. Et selon vous, vraiment, en un seul mot, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour vraiment essayer d'avancer? Non, ce qu'il faut faire pour essayer d'avancer, c'est quoi? C'est une bonne gouvernance, tout simplement. Et la bonne gouvernance suppose un esprit civique fort et responsable. Quand on dit esprit civique fort et responsable, c'est-à-dire d'abord, en tant que président de la République, c'est de se montrer au-dessus, comme on dit, de la mêlée. C'est-à-dire, il faut faire un dépassement de soi. Il faut démontrer qu'on n'a pas quand même, en tout cas, c'est-à-dire, si vous voulez, une ambition matérialiste et que les privilèges que confère la fonction vous suffisent. On se comprend très bien. Et deuxièmement, veillez à ce que tous les responsables à qui vous avez fait délégation de pouvoir, je parle du gouvernement, je parle maintenant jusqu'au niveau des autres pans, aussi accomplissent convenablement. Et que chaque fois que des pans de la société s'élèvent pour faire part de leurs préoccupations, c'est de se montrer à l'écoute. Je vous dis, il n'y a pas de miracle. Parce que depuis toujours, nous avons dit, tant qu'il n'y a pas un sens civique dans la gouvernance, même si aujourd'hui, je peux vous référer à, en tout cas, un de mes entretiens, j'avais dit ça, que même si on dit qu'aujourd'hui, le trésor national, ou en tout cas le trésor du Niger, est plein de dollars, du premier niveau jusqu'à son dernier niveau, on ne peut pas réussir. C'est pas ça qui fait le développement. Le développement, il est mental. C'est un état d'esprit. On se comprend très bien. Donc, lorsque il y a une forme d'esprit de dialogue, d'écoute, mais on peut réussir. Parce que chaque fois qu'on prend des mesures ou qu'on prend des décisions, même si on pense que c'est avec bonne foi et avec conviction qu'on fait ça dans le sens positif, dans l'intérêt du plus grand nombre, il peut toujours avoir des gens qui peuvent dire non. Ils ne se retrouvent pas ou ils ne sont pas d'accord. Mais la question n'est pas de dire non, il ne faut pas les écouter. La question, c'est de les appeler pour les entendre et entendre leur argumentaire. Et en ce temps-là, on peut aussi, dans un échange de respect mutuel, on peut arriver à leur démontrer par A plus B que ceux qui ne pensaient pas là, c'est comme ça, et que peut-être ils vont sortir convaincus que effectivement c'est eux qui se sont trompés. Mais lorsque, dans une gouvernance, on fait une exclusion tacite, et que de l'autre côté on pense réussir, on ne peut pas réussir. L'exclusion ne peut pas réussir. On se comprend très bien. Lorsque on fait la sourde oreille, on ne veut pas écouter les autres parce qu'on les minimise, parce qu'on pense qu'ils n'ont pas le droit de citer. Je pense que vous ne pouvez pas réussir. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes tous des humains et qu'en tant que tout simplement être humain, chacun a une certaine valeur auprès de Dieu qui l'a créé. Et qu'au nom de ça, lorsque vous partagez un même environnement, une même communauté, un même destin, parce qu'on est lié par le destin. Si le Niger marche bien, c'est nous tous. Si ça ne marche pas, ceux qui pensent aujourd'hui que eux, dans tous les cas, eux, ils arrivent à trouver leur compte, demain, ils peuvent être les premières victimes. Parce que dans tous les cas, dans une nation, celui qui n'a rien, le pauvre, lui, dans tous les cas, peut-être, il va se dire que bon, tant pis. Est-ce que vous voyez bien? Donc c'est pour dire que, en fait, il n'y a pas de miracle que la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, c'est dans sa dimension profonde. C'est pas la démagogie, parce que aujourd'hui, les gouvernants, les dirigeants, les responsables ont des missions, ont des cahiers de charges. Et lorsqu'ils ne les remplissent pas,
il faut amener d'autres compétences. On se comprend très bien. Et lorsqu'on est aussi responsable dans son secteur d'activité, il faut utiliser toutes les compétences. Mais on est venu, on s'est mis dans un carcan de considération de contre-valeur pour dire que X est de telle corporation, X est de tel ceci, de tel ceci, que moi je ne vais pas travailler avec lui. Mais finalement, vous allez produire quoi? Vous ne pouvez pas faire avancer le pays. Donc, merci, M. Sans transition, M. on va aborder notre question qui a fait aussi l'actualité au Niger. Et vous êtes fiscaliste, c'est pour parler de ces redressements fiscaux ou des contrôleurs fiscaux qu'on a envoyés dans les différents organes de presse ici au Niger. Et vous avez vu les résultats. Et plusieurs organes ont été fermés. Donc, pour cet effet, vous en tant qu'un averti du domaine, comment vous avez suivi cette question? Bon, vous savez, hein, il ne faut pas compter sur Moussoulmi pour vraiment dire que la DGI a eu tort de regarder de votre côté. Mais ce que je veux dire, il faut d'abord que nous acceptions tous en tant que citoyens que l'impôt est en tout cas la première ressource d'un État. Et nous avons toujours dit, c'est nous qui le disons, et c'est nous qui le défendons, et c'est nous qui le prenons, que la souveraineté d'une nation est tributaire de sa capacité à mobiliser ses propres ressources, c'est-à-dire les ressources internes. Et dans ce volet de ressources internes, la question des impôts, elle est très importante, parce que l'impôt est au diapason. On se comprend très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Pour revenir sur la question de la bonne gouvernance et de l'esprit civique. C'est-à-dire, c'est l'équité fiscale, c'est la justice fiscale. Parce que l'impôt est assis sur le revenu. Et c'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui n'a pas de revenu n'a point à payer de l'impôt. Donc, la justice et l'équité fiscale veut que, lorsque vous êtes dans le même secteur, on se comprend bien, les mêmes règles s'appliquent à vous, et que lorsque, en tout cas, dans le cadre des dispositions fiscales, le contrôle, dans tous les cas, je pense que c'est le rôle cardinal de l'administration. On se comprend bien, parce que nous sommes dans un système déclaratif où l'État vous permet de déclarer ce que vous pensez être votre revenu. Maintenant, l'État se réserve le moyen de venir vérifier si réellement ce que vous avez déclaré est correct ou pas. Et maintenant, au cas contraire, ils vont essayer de dire, bon voilà, l'ajustement qui est là et voilà les conséquences qui en découlent que vous devrez payer. Maintenant, je pense que ici, peut-être la démarche, parce qu'il ne faut vraiment pas remettre en cause, parce que je vous dis que ce qu'on appelle le délai de prescription, c'est 4 ans. C'est-à-dire que toute entreprise peut se voir contrôler sur la base de 4 années d'exercice écoulé. C'est-à-dire qu'on est en 2018, on peut penser qu'on peut dire que du point de vue de cette disposition, on peut contrôler n'importe quelle entreprise sur 2014 par rapport à les déclarations qu'il a eues. Parce qu'il faut que les citoyens comprennent que les organes de presse qui ont été fermés pour non-paiement d'impôts, c'est pas qu'ils ne payent pas les impôts. C'est un cas de contrôle. C'est des gens qui payent régulièrement. Vous payez la patente, vous faites le versement de l'UITS, vous faites votre bilan, vous déclarez l'impôt sur le bénéfice. Mais en dépit de tout ça, l'État peut envoyer ses agents pour venir contrôler ces éléments-là, pour savoir est-ce que c'est dans leur exactitude que vous avez payé. Maintenant, ça a donné comme conséquence peut-être un gonflement où on dit non, en réalité c'est comme si on résume que vous avez minimisé la part d'impôt que vous devrez payer à l'État. C'était ça le problème. C'est juste qu'on vous reproche d'avoir minimisé. C'est ça le sens et l'esprit que je donne. Maintenant, la problématique qui est venue, c'est dans le cas de la poursuite qui est la prérogative du receveur. C'est-à-dire qu'une fois que les contrôleurs ils font leur travail, on fait la mise, c'est-à-dire on vous fait la charge pour dire que voilà, vous devrez payer 50 millions ou 60 millions à l'État. Maintenant, c'est le receveur qui a le devoir de poursuivre. Je dis le devoir, parce que on lui fait obligation. C'est dans son droit de vous poursuivre. À ce niveau-là, je dis une fois, peut-être pour le cas des médias, là où on peut, moi en tout cas en tant qu'observateur, je peux dire qu'il y a eu quand même une forme de pression qui ne dit pas son nom. Parce que dans le cas de la poursuite, le receveur peut être en discussion avec l'entreprise concernée pour dire, bon, écoutez, compte tenu de la situation, voilà comment je souhaite
On se comprend bien. C'est vrai que la loi fait obligation, on fait des mises en œuvre. Mais en tout cas, sur cet aspect-là, le receveur peut se montrer, en tout cas, clément dans la poursuite, surtout si le contribuable, maintenant parce qu'on parle de contribuable, c'est pas l'organe de... Le contribuable prouve sa bonne foi. Parce qu'une fois qu'il vous convoque, ou bien vous avez eu l'avis de mise en recouvrement, vous vous déplacez pour aller chez le receveur pour dire, ah, monsieur le receveur, moi on me dit de payer 50 millions. Où est-ce que j'ai pu avoir 50 millions? Moi, j'ai pas 50 millions. On se comprend bien. Et vous dites, ok, bon voilà, vous allez prendre des engagements, voilà le nombre de temps sur lequel tout ça là. Parce que la particularité ici, je pense que ce n'était pas juste que les organes de presse et n'importe quelle entreprise, uniquement à cause des résultats de redressement fiscaux, tant que l'entreprise montre sa bonne foi à payer ou à s'engager à payer, je pense qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle, ce n'est pas quand même civique de fermer cette entreprise-là, jusqu'à pendant 46 jours. Et je pense très bien, même si les gens ne peuvent le dire, dans leur conscience personnelle, cela a dû jouer. Parce que, en tant que citoyen, en tant que nation, c'est ce que j'ai dit, c'est l'esprit d'écoute, c'est le dialogue continu. Et avec l'esprit d'écoute et le dialogue continu, on peut arriver à résoudre tous les différends et tous les problèmes qui peuvent opposer les citoyens dans la cité. Donc voilà la démarche que nous prenons toujours. Ok, M. je reviens avec vous, le temps de signaler que le syndicat national des travailleurs du secteur du pétrole était face à la presse en début de semaine passée. Objectif d'informer le public du refus par la CNPC d'obtempérer à une décision du Conseil d'État qui a statué sur les cas de 15 délégués de la CNPC et licenciés. Précision avec un des membres du syndicat. Il vous souviendra que les 15 délégués du personnel nigérien de la CNPC-NP ont été licenciés suite à une organisation d'un sitting le 31 octobre 2016 sur autorisation des inspecteurs de travail de Niamey et de Ngouti, et 6 autres délégués du personnel ont été écopés de blâme autorisés par l'inspecteur de travail de Zender. Le collectif des délégués du personnel avait aussitôt saisi le ministère de l'Emploi des recours hiérarchiques qui a infirmé les décisions des inspecteurs de Niamey et d'Ngouti par décision numéro 0011/MET/PS/DSP du 5 janvier 2017. La CNPC saisit à son tour le ministère de l'Emploi d'une autorisation d'un recours gracieux pour lequel le ministère lui a donné droit concernant le licenciement des 15 délégués du personnel. Le collectif des délégués du personnel saisit dès lors le Conseil d'État pour obtenir l'annulation de la décision. La Chambre du contentieux du Conseil d'État s'est prononcée par arrêt numéro 50/18/Cons du 11 juillet 2018 pour annuler la décision sur laquelle la CNPC basait sa décision de licenciement, avec comme conséquence la réintégration des 15 délégués du personnel. Contre toute attente, en lieu et place d'exécuter la décision de la plus haute juridiction en matière administrative, la CNPC, par lettre numéro 31 août 2018, respectivement adressée par le satrape et le conseil du collectif, que la décision du licenciement est devenue définitive pour la CNPC. C'est-à-dire qu'il ne reviendra pas sur sa décision, que cette décision est devenue définitive. Alors même qu'avant la décision du Conseil d'État, il y avait eu 2 réunions avec la direction générale de la CNPC et le syndicat. Donc ces 2 réunions avaient été sanctionnées par des PV et qui ont été signés par ces représentants de la direction générale et qui ont soutenu que la question des délégués doit être laissée à la main de la justice parce qu'elle était pendante. Voilà donc la réponse de la CNPC c'est-à-dire après la décision du Conseil d'État. Donc la réponse de la CNPC par rapport donc à l'intégration. Monsieur le secrétaire général,
à même de votre lettre numérotée numéro 009 /18 du 24 août 2018, nous vous rappelons que les délégués ont été déjà congédiés suivant la lettre du 14 décembre 2016 notifiée aux 15 délégués du personnel. Cette décision est devenue définitive et la CNPC ne la remettra pas en cause. Revenons sur ce plateau. Vous avez suivi Mousselmi Malam Sita, donc cette déclaration des travailleurs de la CNPC, et donc les délégués ont été victimes du licenciement et ils ont porté l'affaire devant le Conseil d'État qui a statué, qui a déclaré illégal leur licenciement, et malgré tout la CNPC refuse d'obtempérer. Et un mot par rapport à cette affaire très brièvement. Bon, merci. Moi je pense que c'est quand même la douleur que les Nigériens ruminent du fait de constater que nos autorités n'ont pas un souci, en tout cas par rapport à leurs citoyens, comme on le voit dans certains pays, surtout occidentaux, où si un seul citoyen est coincé ailleurs ou a des difficultés, en tout cas tout le monde s'y met pour pouvoir résoudre le problème là. Et je pense que c'est vraiment désolant, et avec une telle mentalité de gouvernance, il ne faut pas s'attendre à un plus, sincèrement parlant. Parce que je pense, et pour me résumer, je vais dire juste simplement que ça suffit comme étant la preuve tangible de ce que le Saman décriait dernièrement, quand le Saman relevait effectivement dans son point de presse qu'il y a ce problème de refus d'obtempérer, et que c'est comme si donc les décisions de justice ne sont que des papiers à mouchoir. Donc on se comprend bien. Donc je ne peux pas comprendre quand même qu'une société commerciale, parce qu'il faut dire ça comme ça, à ce niveau-là, peut faire fi d'une décision quand même de la plus haute instance juridictionnelle en matière administrative d'un pays, le Niger. Et je pense que cela n'émeut pas les responsables en premier chef. Donc je pense que à partir de cet instant-là, ça veut dire que toute société étrangère qui peut venir au Niger, donc les citoyens nigériens sont en danger et ils ne sont pas à l'abri. Parce que ce qui est important, l'esprit civique et responsable que nous prenons et dont nous cherchons que les gens cultivent ça, c'est de faire en sorte que quand même les droits des citoyens soient défendus partout. Et surtout si c'est par rapport à l'étranger. Parce que dans la diplomatie des États, c'est le principe de réciprocité. Et vous pensez qu'aujourd'hui, si c'est une société nigérienne, je le souhaite, peut-être c'est un rêve, c'est un idéal, qui va aller s'implanter en Chine ou ailleurs pour pouvoir faire des activités, vous pensez que si c'est des citoyens de ces pays-là qui sont lésés, vous pensez que la société nigérienne là peut faire ce qu'elle veut? Donc voilà la problème. Donc déjà, dans notre mental, nous montrons notre esprit d'infériorité par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on montre que les autres sont mieux que nous, et que bon, quand ils viennent chez nous, on peut leur permettre de faire n'importe quoi, et qu'ailleurs nous, on n'a même pas cette possibilité de le faire. Donc je pense que c'est avec de telles responsabilités, il ne faut vraiment pas s'attendre à une gouvernance qui peut en tout cas répondre aux aspirations des citoyens. Donc vraiment je pense que, et ça là je pense que c'est un cas parmi des milliers de cas dans toutes les entreprises, et je pense que c'est vraiment désolant si on peut chaque fois quand même à ce niveau là arriver à remettre en cause et surtout pour des travaux, parce que c'est des pères de famille, c'est des gens qui ont été recrutés sur la base de leurs compétences, et parce que simplement ils sont délégués de personnel pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs collègues. Maintenant on prend une décision parce qu'on va penser qu'ils vont créer une forme de révolte, ou parce qu'ils vont amener les gens à mieux comprendre et à être dans leurs droits. Donc il faut s'en débarrasser, et puis bon, maintenant on pense qu'au niveau de l'État, dans tous les cas, ils ont fait la bêtise et puis ils ne sont pas protégés. À partir de là, je pense qu'en tant que citoyen, on ne peut que se sentir vraiment de la douleur face à de tels responsables. Merci M. Nigerien. Avec vous, le temps de nous rendre au quartier des Ébons, non loin du Grand Marché. Là-bas, ce sont les habitants d'une partie de ces quartiers qui font face à un problème des eaux usées qui les rendent la vie difficile. Des habitants qui, d'ailleurs, vous allez le voir à Mousselmi dans cet élément, qui lancent des cris de cœur à l'endroit des autorités pour vraiment assainir ce quartier. Reportage.
eaux usées, ordures, dégageant du coup des odeurs nauséabondes. C'est le constat amer qui se dégage dans cette partie du quartier des Ebonnes, non loin du Grand Marché, et c'est dans ces conditions que vivent les riverains de ce quartier. En cause, les caniveaux sont bouchés et les eaux usées débordent dans le quartier. Des conditions de vie difficiles exposant du coup les riverains à tous les risques de contamination, tous ces cris de cœur. Salangani madoru hawa mafuri fuwaira hayani tani kalima yeri so borogo wati kuliza kai gajante hay kulukan kure wani bol sambu ni eni ga kaga doru nyamai ne kure wo banda basi asino nakan igwagi wi da fumbowo makaka do liri gogo la kadisinda hini sinda gafi disa la imade hali wal ibaba wanno gota zamiri wano gogi wi da fumbi wa salanga meri wala manga meri man bai ka hanse girbi bandan wa irin zankaiwo idan dan kyarra ikakadu adu gade dama wa ati din kan ni go kaiwo bumoni ga ce dan har fumbi to si hari munu almani bu ko hauru ba chapacha lokchoki ne gota wote ekasson. Depuis la construction de ces caniveaux, ils n'ont jamais été curés par la mairie. Parfois, c'est nous, les habitants du quartier, qui cotisons de l'argent pour chercher quelqu'un pour curer. On a même essayé de contacter la mairie. Ils étaient venus faire un semblant de travail. Ils ont pris leur argent et partirent. Même avant-hier, de justesse, on a échappé à une inondation, car les eaux de ruissellement n'arrivent pas à s'évacuer. Elles débordent pour envahir l'espace. Vraiment, ça ne va pas. Interpellés, les autorités de la ville de Niamey doivent venir au secours des habitants de ce quartier impuissants devant cette situation. Retour sur ce plateau avec notre invité du jour qui est également acteur dans le domaine du civisme. Monsieur, vous avez suivi ce reportage du quartier, donc d'une partie du quartier des Ebonnes, là où les habitants lancent des cris de cœur face aux eaux usées vraiment qui continuent à menacer, donc à les exposer à certains risques sanitaires. Ou en tant qu'acteur qui milite pour le civisme, qu'est-ce que vous avez à dire relativement à cette situation? Bon, je pense que en trois aspects que je vais relever. Le premier d'abord, c'est vraiment la pertinence et l'importance du reportage. Et je pense que, et je vous encourage, et au-delà, vraiment, toute la presse doit faire d'abord ce travail de base. Parce que la vérité, c'est que souvent, sur certains aspects, les autorités en charge n'ont pas l'information ou, en tout cas, ils ont une certaine insuffisance. Et qu'avec des reportages de ce genre sur plusieurs aspects, et vous savez très bien, je pense que ça peut interpeller d'abord directement leur conscience et agir vite. Le deuxième aspect, c'est que d'abord l'esprit civique, c'est la responsabilité d'abord des citoyens. Parce que, vous savez, à ce niveau-là, nous avons fait effectivement beaucoup d'entretiens, beaucoup d'activités là-dessus. Ce que nous remarquons, c'est que les citoyens souvent ne se soucient pas en premier lieu de leur propre environnement et de leur, en tout cas, propre santé par rapport à la vie du milieu dans lequel ils sont. Je m'explique. C'est ce qui fait que vous allez voir au Niger des gens qui sont capables d'ériger un immeuble de plus de 50 à 100 millions, mais qui ne sont pas capables d'arranger la voie d'accès à leur immeuble. Ils attendent que la mairie vienne le faire. À ce niveau-là, ça ne peut pas se faire. Parce que l'esprit citoyen, l'esprit civique, c'est que si vous avez la possibilité d'ériger un immeuble de 100 millions, 50 millions ou plus que ça, vous devrez être quand même dans un esprit citoyen capable au moins d'assainir votre environnement, c'est-à-dire sans tenir compte quand même de la responsabilité de la mairie. Maintenant, effectivement, le troisième aspect, c'est maintenant la responsabilité de la collectivité. La collectivité en tant que mairie, en tant que les responsables qui sont en charge de l'assainissement et de tout. Et je pense qu'à ce niveau-là aussi, il leur revient quand même de créer les conditions, si vous voulez, de mise en œuvre. Et ces conditions-là, c'est quoi? Il faut obligatoirement qu'il y ait ce qu'on appelle, parce que bon, nous avons défini un projet qu'on appelait Opération Quartier Propre, qui en fait intégrait ce qu'on appelle des
c'est pas des cases de veille, mais c'est des points de veille. C'est-à-dire que c'est des jeunes, peuvent être dans chaque quartier, qui sont là et qui sont à l'écoute de leur environnement. Et lorsque il y a des problèmes environnementaux, ils peuvent, dans leur propre organisation, aller au niveau de différentes familles ou de différents ménages pour pouvoir solliciter une forme d'aide qui leur permet de faire face. Et lorsque la difficulté environnementale comme celle-ci et l'ampleur est plus importante, ils peuvent aller directement au niveau maintenant de la collectivité en charge. Et à ce niveau-là, la réaction de la collectivité doit être une réaction spontanée. Parce que lorsqu'on dit, bon, plus tard, peut-être qu'on serait encore occupé par autre chose. Donc c'est pour dire que vraiment la question du civisme, surtout en matière environnementale, en matière de salubrité, est une question qui engage, je dis encore une fois, la première responsabilité, les citoyens eux-mêmes dans leur environnement. Parce que je pense que, avec votre costume bien, donc, excusez-moi, vous ne pouvez pas quand même accepter qu'on dise que la devanture de chez M. Hassan Saleh ou que M. Hassan Saleh vit dans un quartier. Mais malheureusement, vous savez très bien que c'est la mentalité. Vous avez peut-être des ministres, vous avez des députés, vous avez des DG, vous avez des grands richards, des grands commerçants qui vivent dans des environnements qui laissent à désirer. Alors qu'avec peu de moyens, ils peuvent contribuer à assainir leur environnement. Et si on arrive à le faire, c'est ça l'esprit citoyen. Donc c'est pas tout que l'État peut faire, parce que l'État c'est nous tous. C'est ça aussi la responsabilité. Il faut être aussi, en tout cas, essayer de dire les choses honnêtement. Nous avons notre part de responsabilité lorsque tous ceux qui vous regardent, c'est votre seule maison et vous vous en foutez de votre devanture, et je pense que là, vous ne vous rendez pas service. Merci, monsieur Madame Sita. Je rappelle que vous êtes le président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC, et merci de nous avoir fait donc l'honneur d'être sur ce plateau à ce jour. Et merci une fois de plus pour l'invitation, et restez avec nous pour, si vous voulez, poursuivre la suite de cette édition. Et c'est pour parler du sport avec cette rencontre ce matin entre le président de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, et les joueurs du MENA Cadet au lendemain de leur victoire face à la Côte d'Ivoire, 2-0, pour ainsi occuper la 3e place. Une rencontre qui s'est tenue au centre technique de la Fédération de football, très riche en enseignements, nous rapporte Abdourazak Léo et Nasser Sedou. C'est en présence du SGA de la Fédération nigérienne de football, des présidents de ligue et autres journalistes sportifs et encadreurs de l'équipe nationale cadette qu'au lendemain de la 3e place arrachée par les cadets du MENA national sur un score de 2-0 face aux Éléphantaux de la Côte d'Ivoire, que le président de la FENIFOOT, le colonel-major Djibril Lehima, a tenu à rencontrer ces jeunes où il leur a donné de sages conseils pour leur réussite tout en les félicitant de prime abord. Tout le monde s'accorde à dire que nous avons une très bonne équipe. On vient de dégoter des jeunes qui sont bons. Mais premier conseil que je vous donne, attention. Moi-même, je trouve que vous avez fait une prestation extraordinaire, mais il ne faut pas que ça vous monte à la tête. Parce qu'il y a un souci, je parle sous la réserve de vos encadreurs là. On a un souci au Niger, les enfants là, dès qu'on vous dit que vous êtes bons, vous pensez que vous êtes arrivés. C'est fini. Alors que ça ne fait que commencer. La réalité, vous la connaissez. On n'a pas de gens qui jusque-là qui percent, alors que ce n'est pas par manque de talent. C'est parce qu'il y a un manque de modestie au niveau des acteurs que vous êtes et des jeunes. Parce que les gens pensent que dès qu'on dit que tu es bon, c'est bon, le travail est fini, alors qu'on ne peut que s'améliorer tous les jours pour pouvoir arriver. Le président de la FENIFOOT a surtout mis l'accent sur le travail et leur a demandé de redoubler d'efforts et de ne pas dormir sur leur laurier. On peut être bon, mais tant qu'on ne travaille pas et souffrir pour arriver dans ce milieu sportif-là, particulièrement football, on ne peut pas percer à aller loin. Vous avez du talent, il faut vous dire que ça ne suffit pas, et il faut vous dire qu'aujourd'hui, comme on l'a développé dans notre assemblée générale, en fait, je prends à témoin maintenant la presse sportive qui est là. Le président de la Confédération africaine, quand vous lui avez posé la question, vous a dit que par rapport aux résultats qu'on a vus au niveau de la Coupe du Monde, les performances des équipes africaines qui n'ont pas été excellentes, c'est que le football, qu'on ne veut ou pas aujourd'hui, il est scientifique. C'est ça que les Européens nous montrent. C'est scientifiquement le travail qu'ils font pour améliorer les performances de leurs joueurs qui amènent ces résultats-là. Avant de terminer, le colonel-major Djibril Lehima dit Pelé, président de la Fédération nigérienne de football, a rassuré les jeunes à propos de leurs primes
déjà disponible et l'assurance de faire tout ce qu'il peut pour garder ces jeunes qui font la fierté de tout un pays. Restons toujours dans ce domaine pour parler de cette visite du président de la Confédération africaine de football CAF au Niger. Hier, il était au centre technique de la Fédération nigérienne de football où il a animé une conférence de presse au siège de la FENIFOOT. Et nous retrouvons Abdelrazak Hamidou Léo et Abdnasser Seydou. C'est une visite initiée par la FENIFOOT en son centre technique, un joyau que peu de pays peuvent se réjouir d'avoir. Cette visite à l'endroit du président de la CAF a permis à ce dernier de voir toutes les infrastructures dont regorge le centre avant de se rendre au siège de la FENIFOOT où il a donné une conférence de presse. L'occasion pour les journalistes sportifs présents à la conférence de lui poser des questions auxquelles il a répondu sans embâche. J'ai jamais parlé du cas du Cameroun officiellement. Et de deux, c'est d'ailleurs ça a aussi un lien avec la dernière question, la débâcle des pays africains. Souvent, nous sommes peut-être habitués à un management beaucoup plus déphasé par rapport à notre état d'esprit aujourd'hui. Souvent, et certains de vos collègues, je sens se fâchent un peu lorsque je refuse de répondre à certaines questions qui nécessitent une consultation interne avant que je m'adresse à la presse. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je ne le sais pas, mais moi je ne suis pas là en tant qu'Ahmad, je suis là, président de la Confédération africaine de football. Et moi, je ne pourrai jamais parler à mon nom personnel tant que je reste président de la Confédération africaine de football. Le président de la CAF a ainsi remercié le chef de l'État de l'avoir reçu la veille de la tenue de la conférence et nous a fait part des sujets dont ils ont parlé. Ma venue ici, c'est dans un cadre particulier, en même temps une visite de courtoisie, mais aussi pour assister à l'Assemblée générale de zone Ouest B, et que j'ai profité surtout d'entreprendre une visite de courtoisie auprès de son Excellence le chef de l'État de Niger, que je remercie sincèrement par sa disponibilité, par son ouverture pour dialoguer, pour que nous puissions ensemble aussi voir comment développer le football africain, parce que parler du football de Niger, c'est aussi le développement du football africain. À l'issue de la conférence, un cadeau a été offert par la Fédération nigérienne de football à M. Hamad Hamad, président de la CAF, avant de se rendre au stade général Sékou Touré pour la suite de ce qui a constitué pour lui une journée marathon. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et surtout bon début de semaine à tous. Au revoir.